Abidjan. Lutte contre le travail des enfants, la campagne a été lancée par la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour éradiquer ce phénomène en Côte d'Ivoire. Et puis l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'ouvre ce mardi à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les dossiers sont nombreux, dont celui de la résolution de la crise malienne. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé ici à Abidjan, à la résidence de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, à la fête de l'indépendance de ce royaume. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa gratitude au roi de l'Arabie Saoudite pour l'accueil qui lui a été réservé lors de son voyage dans ce pays pour participer à la rencontre des chefs d'État sur la coopération islamique. L'actualité en Côte d'Ivoire est aussi marquée par la campagne de lutte contre le travail des enfants que mène la première dame, Madame Dominique Ouattara, campagne qui va s'accentuer les jours à venir. Madame Dominique Ouattara a donc décidé d'associer la presse à cette campagne pour éradiquer ce phénomène en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi à Bolin. La rencontre entre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la presse, ce lundi 24 septembre 2012, s'est déroulée à son cabinet 6 à Cocody. Une rencontre au nom du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Madame Dominique Ouattara, en tant que présidente de ce comité, elle voit en la presse un des meilleurs alliés pour faire passer le message en vue d'un combat efficace contre l'exploitation des enfants. C'est que l'une des raisons qui favorise la traite et le travail des enfants est le manque d'information des populations. C'est pourquoi la question de la communication nous est apparue primordiale pour engager une riposte efficace contre le trafic et la traite des enfants. À cet effet, nous avons élaboré une stratégie de communication grand public, chers amis des médias. Nous vous convierons très bientôt à un séminaire de formation sur la lutte contre le travail des enfants destiné spécialement aux journalistes. Aidez-nous à convaincre tous les parents de lutter contre l'exploitation des enfants. Leur place est sur les bancs de l'école pour acquérir les compétences qui feront d'eux les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain. Cette rencontre avec la presse constitue la première étape de la campagne de communication du Comité national de surveillance lancée ce lundi. Au cours de cette campagne, qui va durer 3 mois, l'on va utiliser entre autres supports les médias, les affiches ainsi que les hors-médias. Et des membres du gouvernement rencontrent ce mardi à Abobo-Tige dans la commune d'Abobo. Des chefs traditionnels ébriés, ils vont échanger sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ces membres du gouvernement avec à leur tête le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, entendent inviter les chefs traditionnels ébriés à contribuer au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Ce mardi, c'est le deuxième jour de réunion à huis clos sur l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo Alaye. Objectif de cette réunion, statuer sur l'aptitude de Laurent Gbagbo à prendre part aux procédures engagées à son encontre. Il faut rappeler que la Cour pénale internationale a rejeté la demande de la défense tendant à obtenir le report de l'audience concernant l'aptitude de l'ancien président ivoirien à prendre part aux procédures engagées contre lui. Un tribunal d'Accra a annoncé avoir accordé ce mardi la liberté sous caution au porte-parole de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo Justin Koné Katinan, détenu depuis août au Ghana et dont Abidjan réclame l'extradition. Koné Katinan est visé par un mandat d'arrêt international émis par Abidjan. Il est accusé de crimes économiques. Autre information avec Hugues Hervé Blé, parlons de l'atelier de restitution des activités de la campagne d'éducation, de communication et de sensibilisation pour le bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement du district d'Abidjan. La bonne utilisation des ouvrages de drainage a été au centre de la campagne d'éducation, de communication et de sensibilisation initiée par le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Elle avait pour cible la population du district d'Abidjan et les décideurs.
La campagne mise en œuvre par le programme d'urgence d'infrastructure urbaine, le PUU, a-t-elle atteint ses objectifs? À cette question tentera de répondre le séminaire de restitution qui, ouvert lundi à Abidjan, s'achève ce mardi. Cette sensibilisation a permis non seulement de montrer l'intérêt des ouvrages d'assainissement réalisés, mais surtout comment il faut l'entretenir, comment il faut l'exploiter pour qu'il dure. Parce que le mal assainissement ou la mauvaise exploitation des infrastructures d'assainissement dégrade de façon prématurée tout ce que nous avons réalisé et nous sommes obligés donc de mettre des montants importants pour leur renouvellement. Seront passées en revue à ce séminaire de restitution les 4 grandes étapes de la campagne de sensibilisation, le déroulement de la pré-campagne, la sensibilisation et la maîtrise d'œuvres sociales, la campagne média et la post-campagne. Le retour que nous avons des populations, c'est que effectivement, elles commencent à devenir conscientes, n'est-ce pas, du fait que les ouvrages sont très mal utilisés. Ce que nous espérons, c'est d'optimiser, n'est-ce pas, l'exploitation, la maintenance des ouvrages existants. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis par l'État dans la mise en place d'un réseau d'assainissement et de drainage dans le district d'Abidjan pour amener la population à la bonne utilisation de ces ouvrages. 106 comités d'assainissement ont été installés dans les 13 communes du district d'Abidjan. La capitale sénégalaise Dakar va abriter du 4 au 8 décembre prochain la 6e édition des Africités, rencontre internationale des collectivités locales. En attendant cette rencontre, les collectivités locales ivoiriennes se préparent, nous dit Kwasi Mamadou. Dakar, la capitale sénégalaise va abriter du 4 au 8 décembre prochain la 6e édition du sommet Africité. Cette rencontre est un événement international qui réunira les collectivités locales africaines et les partenaires au développement pour échanger sur la politique de décentralisation et aussi sur les opportunités d'investissement. Pour être représentative à cette rencontre, la Côte d'Ivoire mobilise ses collectivités locales. Une cérémonie de présentation de l'événement est initiée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et l'Association des districts et départements de Côte d'Ivoire, ADDC, en collaboration avec l'Université des collectivités. Et cette fois-ci, ce sont des défis importants qu'il appartient de relever. Pour nous, collectivités ivoiriennes, il est important, au moment où notre pays amorce un nouveau départ, de pouvoir marquer notre présence et de pouvoir, dans les séances thématiques, affirmer l'expérience de la Côte d'Ivoire. Construire l'Afrique à partir de ces territoires, quel défi pour les collectivités locales, est le thème de la 6e édition d'Africité. La rencontre verra également la tenue d'un salon dénommé le Salon d'Africité. Environ 5000 participants venant des différentes régions d'Afrique et des pays occidentaux sont attendus. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a abrité la première édition d'Africité en 1998 et a participé à toutes les autres éditions. Autre information, la Convention des Nations Unies sur le transport international de marchandises effectué par la mer dénommée les règles de Rotterdam préoccupe la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et le ministère des Transports. Ils organisent en ce moment même un séminaire sur cette convention pour comprendre tous ses contours. Honorine Kakou, Anigori. Règles de Rotterdam, défis et opportunités pour l'Afrique, c'est le thème de ce séminaire régional auquel participent les experts sur le commerce maritime. Les règles de Rotterdam ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 2008 et officiellement ouvertes à la signature le 23 septembre 2009. Cette convention moderne, prenant en compte les évolutions les plus récentes en matière de pratiques commerciales et de transport international de marchandises effectuées entièrement ou partiellement par mer, est une sorte de révolution. C'est en cela que les attentes en ce qui concerne la Côte d'Ivoire sont d'autant plus grandes quand l'on sait que les règles de la Haye de 1924, vieilles de 88 ans, demeurent la base de la réglementation en matière de transport maritime de marchandises en Côte d'Ivoire et que ces règles paraissent inadaptées de nos jours. Les attentes du gouvernement sont multiples. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des opérateurs économiques ici présents puissent s'imprégner des règles dites de Rotterdam. Et ensuite, que nous puissions faire une vulgarisation au niveau de l'ensemble des opérateurs économiques. Nous avons de très grandes ambitions. Élaborer des programmes, des projets et programmes qui nous permettront d'atteindre nos objectifs sur le commerce maritime.
Le Centre de promotion des investisseurs, le CPIC, et la promotion des investissements et grands travaux du Sénégal ont signé le protocole d'accord du plan d'exécution pour la mise en œuvre du guichet unique de l'investissement. La cérémonie s'est déroulée au siège du CPIC. Suivant ensemble le reportage de Norine Kakou Panigori. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPIC, nouvelle version, est né il y a quelques jours. Sur décision du président de la République, Alassane Ouattara, il est devenu un établissement public à caractère administratif. Pour la réussite de ces nouvelles missions, qui sont la création d'un guichet unique d'investissement, la facilitation de la création d'entreprises et la formation d'entreprises, le CPIC et l'APIS, promotion des investissements et grands travaux du Sénégal, ont signé un protocole d'accord ce vendredi. Il s'agira pour l'APIX d'aider le CPIC à devenir une entreprise de croissance en Côte d'Ivoire d'ici 2 mois. Ce que nous apportons, c'est l'expérience capitalisée et la qualité de nos services qu'on veut translater ici au niveau de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir vraiment un rang honorable dans le doing business. Pour le directeur général du CPIC, Esmel Emmanuel Essis, cette rénovation du CPIC va booster l'investissement en Côte d'Ivoire. C'est un contrat d'assistance pour le lancement du guichet unique. Il faut le prendre comme ça. Nous avons signé un contrat avec l'APIX pour qu'il vienne nous assister dans la mise en place de notre guichet unique. Et l'objectif que nous fixons, c'est de rendre ce guichet unique opérationnel dans les 2 mois qui arrivent. Et donc, avec l'APIX et l'ensemble des administrations concernées en Côte d'Ivoire, nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir rendre ce guichet unique opérationnel de sorte à ce que l'investisseur crée son entreprise en 2 jours maximum. Le gouvernement, à travers le CPIC Nouvelle Formule, veut donner une solution aux investisseurs. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, les membres du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à Abidjan pour un séminaire d'information sur les négociations de l'accord de partenariat économique entre l'UEMOA et l'Union européenne. 3 points sont au centre des échanges. Le projet de texte d'accord, l'offre d'accès des marchandises sur les marchés de l'Union européenne et le programme d'accord de partenariat économique pour le développement. Ce séminaire prend fin vendredi prochain. Une convention de partenariat existe désormais entre le ministère des ex-combattants et des victimes de guerre et le BNET. Elle porte sur la réalisation par le BNET de 2 études qui porteront respectivement sur la faisabilité des activités génératrices de revenus et la réintégration des personnes déplacées. Hugues Hervé Blé. La convention signée avec le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, devrait rendre plus opérationnel le projet de réinsertion des victimes de guerre. Projet initié par le ministère des ex-combattants et des victimes de guerre, engagé à assurer leur réintégration. Visée ici l'assistance aux victimes de guerre et leur réinsertion par des activités génératrices de revenus. Il faut rechercher les moyens. Et pour rechercher les moyens, il faut s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément parmi nous, donc qui ne peuvent pas, sur la base de la confiance seulement, nous aider. Donc il faut leur présenter des dossiers solides. L'expertise locale pour garantir le succès et la faisabilité de son projet, c'est le choix du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre. En 3 mois, nous serons en mesure de présenter les résultats des études au ministère des ex-combattants. Que ce soit du secteur tertiaire ou des activités même du secteur agricole qui peuvent intéresser les personnes déplacées qui sont revenues à leur point d'origine ou qui veulent se mettre en résidence dans une autre zone. C'est toutes ces activités-là que nous allons couvrir. 2 études seront réalisées par le BNET dans le cadre de la convention signée à Abidjan avec le ministère des ex-combattants et des victimes de guerre. La première portera sur la faisabilité des activités génératrices de revenus et la seconde sur la réintégration des personnes déplacées de guerre.
À l'initiative du service communication, de la documentation et des archives du ministère de l'Éducation nationale, les responsables de communication des directions centrales des services rattachés et des directions régionales ont pris une part active à une session d'information et d'échange en présence de Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale. Abou Sanogo nous en parle. C'est la salle de conférence du cabinet du ministère de l'Éducation nationale qui a servi de cadre à cette session d'information et d'échange. Les chargés de communication venus d'Abidjan et des directions régionales de l'Éducation nationale de l'intérieur du pays se sont montrés attentifs aux différents exposés. Après les informations générales données par Bernadette Ba et ses collaborateurs du service de communication et de la documentation et des archives, les autres participants ont tour à tour présenté leur structure avant d'exprimer leurs attentes. Il ressort des différentes interventions un besoin accru de moyens d'action sur le terrain et un véritable besoin de formation. Des préoccupations prises en compte par la tutelle. Nous avons une structure qui est immense. Pour que le système s'améliore, il faut que tout le monde s'implique. Pour que tout le monde s'implique, il faut que les gens sachent ce qu'on attend d'eux. Et pour que cela soit, il faut que nous leur donnions des informations, parfois des directives, parfois des conseils. Et tout cela ne peut se faire que par voie de communication. Les chargés de communication du ministère de l'Éducation nationale sont ainsi conviés à un très prochain séminaire de formation sur la gestion de l'information et des relations publiques. C'est par la présentation des productions du service de communication et de la documentation et des archives en cours de publication qu'a pris fin cette entrevue. L'organisation des écoles confessionnelles islamiques a animé à son siège à Koumassi une conférence de presse. Les dirigeants de cette organisation invitent les élèves de confession, les écoles de confession islamique à se conformer aux exigences du ministère de l'Éducation nationale sur les normes scolaires. Léon Broukwame et Justine Seydjike. Une année scolaire après leur reconnaissance par l'État de Côte d'Ivoire, les écoles confessionnelles islamiques réalisent des performances au-dessus de la moyenne nationale avec 63,61% d'admis à l'entrée en 6e. Ces résultats constituent pour les responsables nationaux des motifs d'encouragement des acteurs de l'enseignement confessionnel islamique à se conformer aux exigences du ministère de l'Éducation nationale. Pour cette année scolaire 2012-2013, dont la rentrée des classes est effective depuis le 17 septembre, ces responsables s'engagent à veiller au port de l'uniforme. Ils exhortent les parents à scolariser leurs enfants avec à la clé les avantages de l'enseignement confessionnel islamique. L'école confessionnelle islamique, à l'image des écoles de confession sœurs, sont des écoles dans lesquelles nous donnons la priorité à l'exécution du programme officiel de l'État, avec une ouverture sur la langue arabe et la religion musulmane. Il ne faut pas former quelqu'un qui peut seulement servir sa religion, mais il faut former quelqu'un, un citoyen, qui peut non seulement servir sa nation et servir aussi sa religion. En réponse à la demande des responsables nationaux sur la reconnaissance d'un plus grand nombre d'écoles confessionnelles islamiques, Idrissa Kouyaté, inspecteur général de l'Éducation nationale, a expliqué les critères d'admission. On note entre autres la qualité des équipements didactiques et des ressources humaines. Rappelons qu'à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 33 écoles confessionnelles islamiques. Une délégation de l'Institut ivoirien de l'entreprise était à Diokwe pour exhorter les jeunes au travail. La jeunesse de cette localité a été invitée à monter des projets pour leur financement. La rencontre a eu lieu à la sous-préfecture de Diokwe, nous dit Delphine Glard. Sensible à la réinsertion des jeunes dans le tissu socio-économique, le ministre de l'Artisanat et des PME, Konaté Sidiki, a dépêché une mission d'urgence à Diokwe. C'est une structure technique chargée des projets de l'INIE, Institut ivoirien de l'entreprise, qui a rencontré les jeunes pour les inviter au travail. Il leur a été demandé d'éviter d'être manipulés, mais de plutôt monter des projets viables pour qu'ils soient financés. M. Soulama Draman, directeur des projets de l'INIE, a souligné que grâce au gouvernement, les fonds sont disponibles pour appuyer la création des PME avant de signifier qu'une antenne de l'INIE a été installée à Mans.
L'ANADER travaille en collaboration avec l'INIE. Son représentant a ajouté que sa structure est disponible pour les projets d'élevage et d'agriculture. Les jeunes doivent faire le premier pas pour qu'il les accompagne dans leurs projets. Rencontre enrichissante selon la jeunesse qui s'est satisfaite. Parlons maintenant de l'édition 2012 de la journée du paralytique qui a pour thème acteur et bien-être du paralytique. Quel rôle il s'est agi au cours de cette célébration officielle de sensibiliser les paralytiques sur leurs responsabilités et de les orienter vers les acteurs susceptibles de les aider à trouver le bien-être. Léon Broukwame et Chantal Eouman à Kandan. Ernest, contrôleur du Trésor, et Georgette, inspecteur de l'orientation, constituent, comme bien d'autres personnes vulnérables, des modèles de réussite. Et l'Association des paralysés en fauteuil roulant de Côte d'Ivoire, APCI, voit en ces exemples les aptitudes pour les paralysés à s'insérer dans la vie. C'est donc à juste titre que l'édition 2012 de la journée du paralytique veut sensibiliser sur les potentialités de ces handicapés. Ils n'ont pas à s'apitoyer sur leur sort. Voilà, qui semble de courage, vraiment pour lutter. Parce que c'est à force de lutter qu'on parvient à sortir de l'eau. C'est pas facile pour nous les personnes handicapées. Parce que la société est différente souvent à notre égard. Mon handicap même m'a galvanisé parce que j'avais à mon fond intérieur que si je ne réussissais pas à l'école, vraiment c'était difficile pour moi de m'insérer. Parce que je sais que je ne peux pas tenir, par exemple, une tabac pour aller dépêcher un champ. Je ne peux pas mettre, je ne sais pas, des cuvets sur ma tête, me promener et puis vendre des oranges, des arachides. Donc je n'avais que, en tout cas, les études pour réussir. Moi, j'ai fini une maîtrise en criminologie, je suis sans famille, je vis à Abidjan. Je suis le représentant de ma famille, mais j'y vis. Hein? Et avec les amis, nous menons un combat que nous estimons noble. Que peut faire le paralytique? Comment peut-il le faire? Quel acteur social peut-il aider le paralytique? Autant de questions qui ont trouvé réponse auprès de Guigui Arsène, exposant sur le thème acteur et bien-être des paralytiques. Quel rôle? Le conférencier et l'association des paralytiques indiquent aussi que l'État doit accroître son appui aux paralytiques. Il propose pour cela la ratification par la Côte d'Ivoire de la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées. Le syndicat libre des agents du Trésor de Côte d'Ivoire a organisé son deuxième congrès extraordinaire. Objectif de ce congrès, mettre en place un poste de président de comité de contrôle d'une part et présenter d'autre part un bureau exécutif national à la direction générale du Trésor à Boussanogo pour nous en parler. Mettre en place un poste de président de comité de contrôle et présenter un bureau exécutif national à la direction générale du Trésor. C'est l'objectif du deuxième congrès extraordinaire du syndicat libre des agents du Trésor de Côte d'Ivoire, SILATSI. Ce syndicat, selon son secrétaire général, Kalilou Kamara Ibassoro, qui est un rassemblement d'agents du Trésor, s'est fixé un but, celui de gagner tous les combats. En ce qui concerne leurs droits, Kalilou Kamara Ibassoro a invité la direction générale du Trésor à tout mettre en œuvre afin que le calme et la discipline qui règnent au sein du Trésor soient toujours de mise. Le syndicat libre des agents du Trésor de Côte d'Ivoire recommande que la direction de la formation propose à la direction générale de revoir à la hausse le nombre de places pour avoir accès au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA. Les populations de Kamiasso viennent d'organiser une double cérémonie. Elles disent merci d'une part au président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement en faveur de la localité. D'autre part, elles se réjouissent de la fin du conflit entre la société d'exploitation de manganèse de Ezié Mougafla et les populations. Thérèse Tapeyoboué. Cette double manifestation a mobilisé les populations des cantons Tron, Toudougou et Vandougou. Elles sont venues rendre hommage au président Alassane Ouattara pour avoir érigé leur circonscription en département, ce qui permet aux populations l'accès direct aux services publics. Et cette cérémonie de mobilisation était aussi l'occasion pour marquer la fin d'un conflit qui opposait les populations des Yémogoula à la société tauriane exploitant le manganèse de la dite localité. Le député Cissé Sendou a affirmé
En présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, présidant la cérémonie, que les populations de la région du Folon ont décidé de parler d'une seule voix et que la société ne sera plus gênée dans son travail. Le ministre Dungara a félicité le préfet de Kaniasso pour la bonne gestion du conflit. Lui rappeler que le programme du président Alassane Ouattara ne négligera aucune partie du territoire national. L'exploration de la mine de manganèse ne fait que commencer et qu'à la fin de l'année, un projet sera présenté au gouvernement. Nous demandons à la population du Folon de laisser la compagnie Toriane travailler à son aise. Les populations ont à l'occasion présenté des doléances aux autorités. La réfection des routes, le renforcement du plateau technique des centres de santé, le renforcement du personnel enseignant et des infrastructures scolaires. Et c'est ce mardi que s'ouvre l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les dossiers sont nombreux. Au niveau du continent africain, il y a le cas du Mali, avec la demande du président par intérim du Mali, Diokounda Traoré, qui, après l'accord obtenu avec la CEDEAO pour l'envoi de soldats au Mali, va demander à l'ONU une résolution. Cette résolution permettra l'envoi effectif de 3300 soldats de la CEDEAO au Mali pour aider le pays à récupérer la totalité de son territoire occupé en partie par des islamistes. Outre le Mali, il y a la Guinée-Bissau et hors du continent, il y a la crise syrienne qui dure depuis 18 mois et a fait plus de 29 000 morts. La crise sino-japonaise en mer de Chine orientale s'est aggravée ce mardi. La tension est donc montée d'un cran avec l'incursion de 8 navires, des gardes-côtes taïwanais et de dizaines de bateaux de pêche dans les eaux territoriales japonaises au large des îles revendiquées par la Chine et le Japon. Les Chinois, eux, ont fait décoller plusieurs avions de reconnaissance pour surveiller ces îles. Terminons cette édition avec des informations brèves dans le monde, en commençant par les inondations en Inde. Des inondations et glissements de terrain ont jeté plus d'1 million de personnes sur les routes dans le nord-est de l'Inde. Les pluies de mousson ont fait déborder le fleuve Brahmapoutre et ses affluents, noyant sous les eaux près de 2000 villages. Dans le seul état de l'Assam, on compte déjà 11 morts et 1 million de déplacés. L'armée indienne a commencé ses opérations de secours, larguant des provisions alimentaires aux populations sinistrées. On était toujours sans nouvelles lundi de 3 alpinistes portés disparus après une avalanche dans l'Himalaya. Une avalanche qui aurait fait d'ores et déjà au moins 9 morts. Tous des alpinistes chevronnés, surpris la nuit dans leur camp de base, alors qu'ils s'apprêtaient à tenter l'ascension du mont Manalu, haut de 8156 mètres. La chute d'un énorme bloc de glace serait à l'origine de cette avalanche meurtrière. Les recherches très difficiles à cette altitude ont été suspendues. Wang Lijun, ex-bras droit du dirigeant chinois Bo Xilai, a été condamné lundi à 15 ans de prison. Monsieur Wang était à la tête de la police de Chongqing, ville alors dirigée par Monsieur Bo. Prétendant au bureau politique du parti, Monsieur Bo est aujourd'hui emprisonné, ainsi que sa femme, accusée du meurtre d'un consultant britannique. Un imbroglio politico-judiciaire qui fait scandale dans le pays, à quelques semaines d'un important congrès du Parti communiste chinois, congrès qui doit voir l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants. Avec 109 députés sur 110, les élections législatives au Bélarus ont été largement remportées dimanche par le parti au pouvoir. Des législatives qui se sont tenues dans un climat d'intimidation et qui étaient boycottées par les principaux partis d'opposition. Ces élections n'ont été ni libres ni impartiales, a affirmé lundi l'OSCE. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a émis des réserves sur le décompte des voix. Pour refermer totalement cette édition, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier ici à Abidjan, à la résidence de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, à la fête de l'indépendance de ce royaume. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa gratitude au roi de l'Arabie Saoudite pour l'accueil qui lui a été réservé lors de son voyage dans ce pays pour participer à la rencontre des chefs d'État sur la coopération
islamique. Et puis l'actualité en Côte d'Ivoire est aussi marquée par la campagne de lutte contre le travail des enfants que mène la première dame, Madame Dominique Ouattara, campagne qui va s'accentuer les jours à venir. Madame Dominique Ouattara a donc décidé d'associer la presse à cette campagne pour éradiquer ce phénomène en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester avec nous sur RTI1.